Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de mon expérience autour du voyage et du massage. Comment j'en suis venue à masser et comment j'ai fait pour voyager seule. Euh, En 2009, j'en ai eu ras-le-bol. C'était compliqué pour moi, j'étais un peu au bout du rouleau, genre burn-out, pétage de câble, plus rien n'allait, mon boulot j'en pouvais plus, ma relation amoureuse c'était plus possible. J'avais vécu quelque chose de très 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 difficile dans cette relation et j'ai eu besoin en fait d'aller à ma rencontre. J'ai eu besoin d'arrêter les faux semblants, d'arrêter d'essayer de plaire, de faire plaisir, j'ai besoin vraiment d'aller à ma rencontre. Et c'est ce que j'ai fait en allant en Asie. Je me suis dit, bah ok, t'as envie de partir tout plaqué, c'est bien, mais si c'est un voyage qui doit être une fuite, ça n'a aucun intérêt. Si tu dois partir, fais-le en essayant d'être la plus constructive possible. Donc apprends quelque chose. Je me suis dit, bon, je vais aller en Asie parce que moi là-bas, j'y suis déjà allée, je sais que ça craint pas, c'est safe pour une fille toute seule. Et qu'est-ce que je peux apprendre? J'étais apprendre, je sais pas, à faire la cuisine, faire des nems. J'étais ouais, non, moi j'aime pas cuisiner, donc on repassera. J'étais en Asie, à part apprendre à faire à manger, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Apprendre à masser. Quand j'ai fait part de cette éventualité-là à mon compagnon, il s'est foutu de moi en me disant, toi masseuse, mais mort de rire, dès que je te demande un massage, au bout de 5 minutes, t'en as ras-le-bol, c'est juste pas possible. Je dis, ah bah écoute, flûte, après tout, ça tombe, ça va me plaire, et puis on verra bien. Et puis c'est pas pareil d'apprendre à masser que de faire un massage comme ça, vite fait, sur un coin de canapé, le soir quand on a mal au dos, quoi. Donc me voilà partie pour l'Asie. Donc j'envoie tout balader. Je quitte mon copain, l'appart, le boulot, tout. Je prends un aller simple en me donnant la possibilité de ne jamais rentrer en France. J'étais très libre. Alors j'avais ouvert toutes les portes. Tout était possible. J'étais prête à accueillir tout et n'importe quoi. Enfin n'importe quoi non. Mais j'étais prête à accueillir beaucoup d'éventualités ou d'opportunités sur ma route. Donc je suis partie comme ça à Bangkok, je suis arrivée à Bangkok et mon voyage a commencé, il a duré à peu près 15 mois. Je suis partie 15 mois à travers l'Asie du Sud-Est. Je n'ai fait que cette partie du monde, mais bah, du coup je la connais bien. Donc je suis partie d'abord en Thaïlande, j'ai atterri à Bangkok, de là j'ai de suite pris un train pour aller à Chiang Mai, au nord de la Thaïlande, là où j'ai appris à masser. Il y a plein d'écoles de massage, il doit y en avoir encore plus à présent, j'imagine. Moi, ça date de 2009, donc ça commence à dater déjà. J'ai fait la Sunshine Massage School, j'ai fait ATM aussi, International Training Massage. J'ai fait Harry Massage School. J'ai fait ces trois-là. Et à Chiang Rai, j'ai fait aussi l'école du. Ah non, à Chiang Mai, j'ai aussi fait la Old Medicine School Hospital, euh, qui est l'hôpital en fait de médecine traditionnelle thaïlandaise en Thaïlande. Et à Chiang Rai, j'ai fait encore une autre école. Donc j'en ai fait plusieurs. Ça a été super enrichissant. J'ai appris plein plein de choses. Je me suis régalée. Puis après, je suis passée au Cambodge, où là j'étais profondément touchée par les gens, par le peuple. Quelle rencontre, quel peuple merveilleux, quel accueil chaleureux j'ai pu recevoir là-bas. C'était incroyable, invraisemblable. Ils ont rien, ils vous donneraient tout. Ils sont d'une gentillesse absolue, extrême. Je crois que de tous les peuples que j'ai rencontrés, et Dieu sait que j'ai voyagé, c'est les plus gentils, les plus touchants que j'ai pu rencontrer. C'est un pays qui m'a profondément bouleversée, c'est le terme, bouleversée. C'est quand on voit l'horreur qu'ils ont vécue, ce génocide qui transpire encore aujourd'hui. Le pays transpire de cette folie meurtrière. On voit encore des maisons détruites. C'était en 1978 quand les Khmers ont quitté le pouvoir. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Pol Pot a été déchu en 78. Donc ça fait 45 ans. Et 45 ans après, enfin, moi je vous parle de ça en 2009, mais depuis j'ai rencontré des personnes qui en reviennent et qui m'ont fait le même témoignage.
Le pays n'est pas reconstruit. Il y a encore des maisons détruites, des tas de pierres, des ruines. On voit encore des impacts de balles. On voit des maisons qui ont été brûlées 45 ans après. C'est dingue. Donc en fait, c'est encore très 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 présent. Et comme Pol Pot voulait éviter un maximum qu'il y ait des groupes de rébellion, éviter les groupuscules, il a tué tous les cerveaux du pays, c'est-à-dire tout ce qui portait des lunettes, entre guillemets, hein, c'est une image, hein, c'est-à-dire tous les médecins, avocats, enseignants, il a tué tout le monde. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, la population khmer est très très jeune. Il est rare de trouver des personnes âgées. Il y en a, mais et souvent elles parlent français, mais même là, elles ont encore peur de parler français, par peur de la répression. Voilà, en 48 heures, il a vidé tout le pays de ses. Je crois qu'il y avait 1 million d'habitants. En 48 heures, tout le monde a quitté la ville. Il voulait surtout pas garder des habitants à Phnom Penh de peur que ça crée des groupes qui se seraient ralliés contre les Khmers rouges. Donc tous les gens ont été envoyés aux quatre coins du pays dans les campagnes pour travailler les rizières, travailler dans les rizières. Euh, les gens se pendaient aux arbres pour échapper à la folie meurtrière des Khmers. Moi, j'ai rencontré une femme qui tenait un orphelinat et qui m'a fait part de son témoignage, qui a vécu le génocide et qui m'a témoigné de ce qu'elle a vécu. C'était absolument bouleversant. Voilà, c'est un pays qui est dur parce que forcément, ce que je vous raconte là, bah, c'est pas gai, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, ça contraste tellement avec le rire des enfants qu'on peut voir, avec la gentillesse des gens, avec leur douceur, avec leur sourire, ouais, gentillesse, sourire, douceur, c'est toujours ça. Mais c'est un pays qui m'a mis à genoux. Qu'est-ce que j'ai pu pleurer là-bas, mais d'émotion d'une si belle rencontre avec ce peuple. Mais tellement, tellement, tellement gentil, tellement accueillant. Et waouh, vraiment, quelle expérience le Cambodge, mais quel pays absolument humainement fabuleux. Alors, encore, et la plus belle chose que j'ai vue en termes de monuments historiques, c'est splendide, absolument splendide. C'est vraiment à voir. Encore Wat, c'est waouh, superbe, vraiment très très beau. Pour ma part, c'est avec le Machu Picchu, très certainement, mais je crois que j'ai encore préféré encore. C'est parmi les plus beaux monuments que j'ai pu voir. Donc vraiment, aller au Cambodge, c'est superbe. Il vous arrivera rien. Les gens sont d'une gentillesse impensable. C'est incroyable. Par contre, voilà, il faut y aller le cœur accroché parce que ça peut être dur de constater ce qu'ils ont vécu et de recueillir certains témoignages, bien qu'ils ne témoignent pas tant que ça de ce qui a été, parce qu'ils sont beaucoup tous assez jeunes. Mais ceux qui acceptent d'en parler, puis quand vous visitez, ouais, vous visitez le pays, certains endroits du pays commémoratifs du génocide qui a eu lieu, bah forcément ça laisse pas indifférent. Ensuite, je suis partie au Laos. Superbe. J'adore le Laos pour. Alors les Laotiens sont très discrets, très très réservés, très timides. Ils parlent pas tous très bien anglais, donc ça aide pas non plus trop à aller à leur rencontre. Par contre, très gentils quand on arrive à dépasser cette timidité et ils sont un peu réservés. Ouais. Ils sont pas aussi. Les Thaïlandais, pour moi, c'est un peu les Latins de l'Asie du Sud-Est. Ça rit, ça crie, ça parle, ça palabre, ça vous invite à boire un verre, ça vous tape dans le dos. C'est les Italiens de l'Asie du Sud-Est, les Thaïs. Ils sont très très sympas. J'aime beaucoup ce peuple aussi. Les Khmers, c'est la gentillesse incarnée, voilà. Les Laotiens, c'est la timidité incarnée.
Et ils sont très réservés, c'est assez drôle. Après, ça se comprend dans le sens où c'est un pays qui n'est pas ouvert depuis très très longtemps au tourisme. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ouvert depuis 80, dans les années 90. Je ne voudrais pas dire de bêtises, 98 peut-être. Je m'avance peut-être, mais je pense pas me tromper tant que ça. Dans les années 90, c'est le pays, c'est ouvert au tourisme. Ça veut dire qu'avant ça, c'était fermé au tourisme. Donc c'est pas si vieux, quoi. C'était il y a 20 ans, 25 ans. Euh, donc c'est rien. Donc forcément que pour eux, c'est bizarre de voir des étrangers, des gens qui parlent anglais. Bah eux, forcément, ils ne parlent pas énormément, ni même très bien, parce que c'est un pays qui est resté fermé quand même pendant longtemps au reste du monde. C'est un pays fabuleux et splendide de par la nature. Quelle belle nature! Cette forêt qui n'en finit pas, cette forêt vierge, avec le Mékong qui la traverse et tous ses affluents. Beaucoup de gens se transportent par voie fluviale d'ailleurs. Souvent, vous prenez un bateau qui descend le Mékong et puis sur le bord d'une rive, vous ne savez pas d'où elles arrivent. Vous voyez des hakas ou des mongs qui descendent et qui font signe au bateau de s'arrêter pour venir les prendre, chose qu'il fait. Donc c'est un peu le bus, le bateau là-bas. Les terres sont pas les terres, n'importe quoi. Les routes sont en terre, elles sont pas en très bon état. C'est pour ça que le bus, ça peut vite être harassant et fatigant. En tout cas, très très beau pays. Luang Prabang, je conseille. C'est au centre du nord Laos. C'est une ancienne ville française coloniale, donc chaque maison est répertoriée, classée au patrimoine mondial et porte un numéro bien précis. Superbe, vraiment très très beau. Ça fait comme une presqu'île qui est entourée par le Mékong avec des petits jardins, des super jolies maisons. C'est parmi les plus, si ce n'est les plus beaux temples d'Asie du Sud-Est que j'ai pu voir, sont à Luang Prabang sans conteste. C'est splendide. Vraiment, les toits flirtent avec le sol. C'est des couleurs, waouh, superbe. Vraiment, les temples sont très 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 beaux. Très belle cité, j'ai adoré Luang Prabang. Prenez plusieurs jours pour y rester et prendre le temps de visiter cette ville. Elle est fabuleuse, incroyable. Et puis après, j'ai eu envie d'aller en Chine. Alors, je suis passée en Chine du Sud, au Yunnan, jusqu'au Sichuan, à Chengdu. Donc, c'est la Chine himalayenne qui longe la frontière avec le Tibet, sur l'Himalaya. Donc, j'ai adoré. J'y suis allée pleine de, comment dire, pleine de crainte. J'avais tendance en fait, à faire un amalgame entre la Chine, la politique chinoise, et le peuple chinois, les droits de l'homme. Et en fait, j'avais mélangé tout ça, et pour moi, c'était pas un pays qui m'attirait plus que. Enfin, ça me faisait peur, je sais pas, il y a un truc qui faisait que j'étais à voir la Chine, pouh, j'avais pas prévu. Et puis j'ai rencontré quelques personnes au Laos qui revenaient de Chine, de cet endroit de Chine, et qui m'ont dit ouais, vas-y, c'est splendide, c'est vraiment trop trop beau. T'as des villes classées, c'est absolument incroyable. Les paysages sont fous. Par contre, c'est galère, ils parlent pas un mot d'anglais, donc tiens, je te file un guide de conversation. Un Français qui m'avait gentiment filé son guide de conversation, ça m'a quand même vachement aidé, merci à lui. J'ai donc décidé de passer en Chine, au Yunnan. Mengla, qui est la première ville après la frontière chinoise de ce côté-là, donc au nord du Laos, hein, à ce poste frontière, là, à Luang Lamta, au nord de Luang Lamta, il y a un poste frontière pour partir en Chine qui est ouvert par voie terrestre. Alors le passage de la frontière, pas facile. Ils ont regardé mon passeport pendant 2 heures. Je suis restée 2 heures assise dans la salle d'attente. Le bus a été obligé de m'attendre. J'étais la seule occidentale dans le bus. Il n'y avait que des Laos et des Chinois et les pauvres, ils ont attendu à cause de moi parce que les Chinois au poste frontière ne voulaient pas. C'est pas qu'ils voulaient pas me faire passer, mais ils regardaient mes visas, mon passeport, d'où je venais, pourquoi, comment, ce que je venais faire en Chine. Ils ont appelé le consulat français.
de je sais pas quel coin ils m'ont dit, peut-être du Laos ou de Thaïlande, je sais pas, pour savoir ce que je faisais en Asie. Ils m'ont posé un milliard de questions. Enfin, vraiment pas cool. Pas cool du tout. J'étais là, waouh, ça commence bien. Et vous voulez aller au Tibet? J'étais là, non, j'ai pas prévu d'aller au Tibet. Et qu'est-ce que vous faites ici? Ben, rien, enfin si, je viens visiter, je viens voir, je viens voyager, quoi. Et pourquoi? Et du coup, je me lève, le mec il me dit asseyez-vous, je vous ai demandé de vous asseoir, restez assise. J'étais là, ouais, on va se calmer, je suis pas armée non plus, hein. Donc voilà, spécial. Passage de la frontière très 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 spécial. Vraiment particulier. Ils sont très suspicieux. Ça n'a pas dû s'arranger avec le temps quand je vois la politique internationale, ce que ça donne aujourd'hui. Mais bon, après ça, c'est waouh, c'est super, on en prend plein les yeux, c'est absolument magnifique. Donc j'ai fait Mangla, je suis à la Kunming. Kunming? Ouais, ça doit être Kunming et au-dessus. Ah, j'oublie. Non, c'est Kunming, c'est une grosse ville en fait. C'est un petit point noir sur la carte de Chine, on la voit même pas. Sur la carte du Yunnan, ça fait un point noir. On est là, ouais, bon, moi je m'attendais à une ville type, je sais pas moi, à Toulouse, même pas. Qu'est-ce que je dis Non, je m'attendais à une petite ville moyenne de province, quoi. Nantes, Nantes, peut-être Rennes, peut-être Reims, peut-être une ville de, je sais pas, je m'attendais à une ville de 50, 60, 70 000 habitants. Ah, ah bah non, 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 ça fait 3 ou 4 millions d'habitants, je crois. C'est gigantesque. Et là, on voit la démesure des villes chinoises. C'est tentaculaire, incroyable. Donc je suis pas restée très longtemps là-bas. Et après, je suis partie à Dali. Superbe. J'ai adoré. Il y a la minorité des Daxi là-bas. C'est une minorité avec. Les femmes sont habillées tout en rose et elles ont des fleurs brodées. Elles ont des diadèmes avec des fleurs brodées. Elles sont absolument magnifiques. Dali, c'est une ville avec des maisons. Sur chaque maison, il y a des estampes chinoises qui sont peintes un peu comme des aquarelles. Sur chaque pan de mur, chaque maison, elles sont blanches et c'est des aquarelles noires et blanches comme ça. C'est très très beau. Avec les toits à la chinoise comme ça qui sont sur les bords qui flirtent avec les cieux. C'est très très jolie ville. J'ai beaucoup aimé. Après, je suis allée à Lijiang. Ah oui, et après à Zhongjiang. Lijiang, gros coup de cœur. Splendide, pareil. Waouh, c'est classé au patrimoine mondial et pour cause. On se croirait dans un film de samouraï. Vous rentrez dans Lijiang par une porte, pareil avec un toit qui flirte avec les cieux, à la chinoise comme ça. Et toute la ville, toutes les maisons sont en bois sculpté. C'est un truc de dingue. C'est une ville de poupées. Non mais c'est un truc de barge. J'ai jamais vu ça ailleurs. Chaque maison est en... Chaque pan, en fait, des maisons, chaque façade est en bois. Bah, un bois verni en plus, c'est du bois, j'imagine que ce sont des bois précieux, sculptés, avec des estampes chinoises, plein de scènes de vie, tout un tas de choses. Tout est sculpté comme ça à la main, splendide, absolument fabuleux. Des petites rues pavées, des petits ponts, avec des petites rivières, une petite rivière qui passe, qui circule au travers de la ville. C'est fabuleux. Le soir, elle est éclairée aux lampions, c'est absolument fantastique. Gros coup de cœur pour Lijiang. Après, j'ai fait les gorges du Tigre aussi, un peu plus loin dans la, dans la pampa, j'ai envie de dire. Je suis allée au petit village, j'ai plus le nom, Mixiao, je crois, où il y a un petit théâtre sur cette place de village et tous les dimanches, ils font des pièces de théâtre. Il y a plein de minorités ethniques qui descendent des montagnes pour assister au marché du dimanche suivi du spectacle de théâtre. C'est un petit théâtre, enfin en fait c'est une petite scène qui est sur la place du village en extérieur, hein, et les gens montent dessus et font des spectacles. Et ça fait rire tout le monde, ça amuse les enfants et les adultes aussi, c'était vraiment chouette.
Ensuite, je suis passée à Lijiang, à Zhongjiang, ouais, Shangri-La, où là, il y a le plus grand temple bouddhiste construit après le départ du Dalai Lama du Tibet. Euh, c'est un des plus grands temples bouddhistes qui ressemble étrangement au Potala. C'est énorme, c'est sur une butte. Ça fait une grande façade blanche comme ça, énorme, avec des poteaux, des pylônes, vraiment très très beau, le toit doré, c'est magnifique. Donc je suis allée là-bas. J'ai adoré aussi Zhongjiang. J'ai appris par la suite que cette ville avait pris feu depuis. Je crois qu'elle a été reconstruite. Pareil, c'est une ville tout en bois sculptée. Les maisons sont en bois et chaque maison est sculptée à la main. Incroyable. Et là, on commence à avoir pas mal de populations tibétaines, des femmes avec des turquoises dans les cheveux, aux oreilles, des colliers en turquoise. C'est vraiment très très beau. Et puis j'ai continué sur le glacier de Minghong, superbe, vraiment très très beau. Alors là, ça a été une aventure parce que le bus, il y avait un bus qui m'a pris de. Ben, oh, j'ai plus les noms, c'est les noms. Et puis les noms chinois, j'ai du mal à les retenir, mais je suis allée au glacier de Minghong et juste avant, il y a une petite ville. Et donc, il y a un bus qui approche le plus possible du glacier, mais alors c'est pas vraiment ça. Le bus, il a dû m'arrêter 10 km avant, en plein milieu de nulle part, sur une forêt, sur une montagne très minérale. Il n'y avait rien, aucune indication. Le fleuve qui passait en contrebas. C'est un affluent du Mékong d'ailleurs. Euh, il a fallu marcher comme ça, mais jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là? Mais où est-ce que je vais? Aucune indication. Je prenais mon guide de conversation, j'avais le guide du routard sur la Chine. J'essayais de regarder, il y a eu un panneau à un moment avec un idéogramme. J'essayais de voir si l'idéogramme correspondait à quelque chose qui pouvait être sur mon guide ou mon livre. Je trouvais rien de correspondance, je trouvais aucun panneau de direction. Personne ne passait par là, mais c'est paumé de chez paumé. Vous êtes au bout du monde, paumé dans l'Himalaya. Et à un moment, je me suis dit, bah, si franchement je dois rien trouver, qu'il n'y a personne qui passe, même pas une voiture, une charrette, un monsieur, une dame, enfin, quelqu'un, une moto, bah, je vais dormir dehors à la belle étoile et puis on verra bien demain, mais j'espère que je vais vite retrouver ma route, quoi. Je savais pas s'il fallait que je continue tout le temps, tout le droit, en longeant le fleuve, ou bien s'il fallait que je parte dans la montagne, m'aventurer dans la montagne. Il y avait une route à un moment sur ma gauche, et là, le jour a commencé à baisser, j'ai commencé un peu à flipper, me dire merde. Donc le jour a baissé, et donc ça a permis de voir qu'il y avait en effet un village au sommet, parce que j'ai vu des lumières s'allumer. Donc je suis montée, et après, pas loin d'une journée de marche à pas savoir où j'allais, je suis arrivée devant la porte, devant une porte de maison tibétaine. Alors là, on est clairement dans la culture tibétaine. C'est pas le Tibet géographique, mais c'est le Tibet, comment dire, ethnique, on va dire. Euh, et donc j'ai tapé à la porte et c'est un monsieur qui est venu m'ouvrir, et quand il m'a vu, il a fait oh comme ça, une tête qui m'a fait les yeux comme ça, étonné de me voir là. Il est venu appeler tout le monde, les gens sont arrivés, j'ai vu des têtes passer comme ça, ils riaient tous et ils m'ont fait signe de venir et ils m'ont accueilli, et je suis restée là une bonne semaine. Et de là j'ai pu faire l'ascension, la rando jusqu'au glacier de le glacier de Minghong. Bon voilà, et mon chemin a continué jusqu'à Chengdu, au Sichuan. C'est là où on trouve les pandas, j'en ai pas vu, mais il y a des parcs où on peut en voir. Voilà, très belle, très grande expérience que d'être allée en Chine. Je suis revenue sur mes pas par la suite en faisant Laos, Thaïlande. Le Vietnam, que j'ai pas aimé pour ma part. Mais bon, voilà, c'est très perso, je vais pas m'étendre là-dessus.
Et puis j'ai fini en Indonésie où là aussi j'ai appris à masser à Bali. Et au Laos, j'ai appris à masser à Vientiane. Voilà. Et donc le massage en Asie m'a été appris en tant que méta appliqué, ce qui veut dire bonté aimante. Et ça me plaît. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je veux transmettre aux personnes que je forme, à savoir que le fait de masser, de toucher en conscience, de vouloir faire un massage à quelqu'un, c'est chercher à lui venir en aide et c'est chercher à faire part d'une certaine forme de bonté et donc aimante, c'est une forme de compassion, de bienveillance, d'empathie. Moi, en Thaïlande, j'avais une bonzesse, pas confondre avec gonzesse, qui me donnait des cours. Et en fait, elle vivait au monastère. Des bonzes sont des moines bouddhistes et donc des bonzesses pour des femmes. Elle était donc, elle est, elle est moine bouddhiste elle aussi. Et elle nous amenait tous les matins des petites offrandes, des paniers d'offrandes avec un crackers, du riz, des fleurs, différentes choses, un bâton d'encens. Et on allait se recueillir sur la statue, devant la statue, il y avait une grande statue dans cette école de Papa Shivago, qui est le père de la médecine thaïlandaise traditionnelle et qui était un disciple du Bouddha indien, Gautama Sakyamuni, et qui ensuite a migré en Thaïlande pour répandre en fait ses connaissances sur le corps humain et sur la médecine traditionnelle. Donc on l'appelle le Papa Shivago, Shivago, qui est le père de la médecine thaï tradie. Et tous les matins, on saluait par une prière, il y a une prière particulière sur Papa Shivago. Et donc elle nous apprenait à revenir d'abord en son centre, à revenir vers soi, à être en état méditatif, en capacité d'accueil, de réceptivité, pour ensuite pouvoir donner un massage. Donc il y avait toute cette dimension spirituelle qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup parlé. Et j'ai aimé cette façon d'apprendre. D'autant plus qu'on avait le temps, on n'était pas là pour... Il n'y avait pas... si on se trompait, c'était pas grave, c'était pas, on pouvait refaire, il n'y avait pas ce jugement que moi j'ai toujours connu à l'école de c'est bien, c'est mal, il faut pas, t'as pas bien fait, t'aurais dû faire comme ça et comme ça c'est mal. Et moi, ça m'a souvent paralysée dans ma scolarité et là, pas du tout, en fait. On peut se tromper, on peut faire, on peut refaire, on peut défaire, on peut poser des questions, 15 fois la même s'il faut. On n'est pas jugé, on est accueilli avec bienveillance, avec un grand sourire et toujours cette même capacité à expliquer, à réexpliquer, à montrer, à remontrer, à s'adapter à notre pédagogie. Et vraiment, quel bel enseignement, quel bel apprentissage. Donc voilà comment j'ai appris à masser en Asie. Ça m'a énormément plu, j'ai beaucoup aimé, ça a fait sens pour moi. J'ai compris par la suite en fait que j'ai physiquement eu des différents problèmes physiques. J'ai mis mon pied dans un rayon de vélo quand j'étais petite, on a failli m'amputer du pied, j'ai passé 15 jours à l'hôpital, on m'a fait une greffe avec de la peau prise sur l'aine pour la mettre au niveau du pied pour éviter la gangrène et éviter l'amputation. J'ai euh, j'ai une hernie inguinale, je suis née avec une fente labiale, donc j'ai été opérée petite. Après, j'ai un chien, là ça se voit plus, mais qui m'a arraché la lèvre quand j'avais 16 ans. Voilà, physiquement, ça n'a pas été simple, ça a été dur. Et en fait, ça m'a montré que je revenais au corps inconsciemment, puisque ce voyage, je voulais d'abord fuir ma réalité en France, mais apprendre à me construire autrement. Et apprendre à me construire autrement, ça m'a fait venir au massage sans être sûre que ça me plairait. En fait, c'était une révélation, parce que la façon dont ça m'a été enseigné et transmis, j'ai adoré. Et ça m'a permis de comprendre qu'en fait, je revenais au corps, mais plus pareil. Plus en ayant mal, plus le corps douloureux, mais le corps réparateur, le corps qui fait plus mal, le corps qui fait du bien, dans le bien-être, dans le je vais prendre soin de moi, prendre soin de l'autre, physiquement parlant. Alors après, bien sûr, ça touche aussi les sphères émotionnelles, énergétiques et autres, mais à la base, il était question de ça en fait. Je suis revenue au corps, je suis revenue à mon corps, mais plus de la même façon, plus de façon douloureuse, mais au contraire, de façon réparatrice et dans le bien-être.
Voilà pourquoi je fais aujourd'hui du massage et j'aurai plaisir à vous l'enseigner, à vous transmettre les différents massages que je pratique et que je propose, que ce soit le massage des émotions, le massage tantrique, le massage thaïlandais à l'huile sur table, le massage balinais indonésien, donc la réflexologie plantaire thaïlandaise et le massage assis. Voilà, ce sont les massages que j'enseigne au jour d'aujourd'hui. Pour ce qui est de mon histoire de voyage, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle Asie soit-il. Le voici, le voilà. Le voyage est un retour vers l'essentiel. On trouve ce livre, mon roman, aux éditions lulu.com. Sur le site internet lulu.com, vous trouverez tout ça en barre de description sous ma vidéo. Je vous tiens informé de tout ça. Mon livre, en fait, relate mon histoire et tout ce voyage initiatique que j'ai fait en Asie. Il me fait penser un peu à Mange, Prie, Aime, qui était sorti il y a quelques années, au moment où j'écrivais mon livre, où il était déjà écrit aux trois quarts. Mange, Prie, Aime est sorti à son tour. Et ça a été assez drôle pour moi de constater que c'était un peu ce ras-le-bol, ce burn-out, un peu comme elle. Ce besoin de changer, ce besoin de voyager, de m'aérer l'esprit, de retrouver ma liberté pour me construire finalement autrement et différemment. Donc ça me fait étrangement penser à ça. C'est un livre d'aventure, de rencontres, de voyages, de dépaysement, de réflexion, de spiritualité. Enfin, j'ai essayé d'allier tout ça dans mon Asie soit-il, en référence au Ainsi soit-il chrétien, au Inch'Allah islamique et au lâcher-prise oriental. Donc voilà, Asie soit-il. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye!